Voilà. Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire que Mario a eu la gentillesse d'organiser. Hola a todos y agradecer vuestra presencia en este webinar que hemos organizado desde ahora conmigo a la acción. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est d'actualité, Vamos a hablar de un tema que es totalmente de actualidad, c'est-à-dire l'immunologie, hablaremos de inmunología, spécifiquement la neuroendocrino-immunologie. y específicamente neuroendocrino-inmunología. Je vais quitter le mode share. Voilà. En fait, c'est une science récente. Esto es una ciencia reciente. Il faut, quand je dis récente, ça remonte dans les années 1980 maximum. Hay que hablar más o menos de los años 80. En fait, c'est que la recherche en neurologie fondamentale, ou on va dire en neurophysiologie ou en microbiologie relative aux nerfs. La investigación realmente en relación a en lo que es el campo de la neurociencia y neurología en relación al nervio como tal, s'est développé dans le courant du XXe siècle. se desarrolló durante el siglo XX. Et d'un autre côté, y por otra parte, nous avons l'immunologie. Por otra parte, hablaremos de inmunología y tenemos lo que se ha hecho en inmunología. Alors, l'immunologie s'est développée aussi en parallèle avec l'endocrinologie. La inmunología se desarrolló simultáneamente o paralelamente a la endocrinología. Et il a fallu attendre. Donc, c'était deux disciplines totalement séparées, la neurologie, l'immunologie. Ces gens ne se connaissent pas. Y inmunología eran dos conceptos completamente separados. Les gens ne se comprenaient pas parce qu'ils ne comprenaient pas les liens qu'il y avait entre la neurologie et l'immunologie. La gente realmente no veía la relación que tenía la neurología con la inmunología. Donc, si vous voulez, en fait, si on parle d'immunologie, ça remonte à très loin. Ça remonte à Hippocrate et Galien. Donc, ça veut dire il y La a de ça. la inmunología realmente empieza en la época de Hipócrates y Galeno. En fait, à cette époque-là, on considérait, vous avez dû entendre parler de ça, on parlait de la théorie humorale des maladies. En esa época, igual os suena, se hablaba de la teoría de los humores de la enfermedad. Oui, vous savez, et ça, c'était sur l'observation clinique. On n'avait pas de mesures objectives. Obviamente todo esto en base a la observación clínica. No había mediciones objetivas. Bon, vous savez, c'est les 4 humeurs dont on parlait qui régulent la santé, le sang. Se hablaban de 4 humores que regulaban la salud. La bile jaune, la bile noire et la lymphe, les 4 humeurs. Bilis amarilla, bilis negra, la linfa. Donc, en fait, l'origine des maladies était due à un déséquilibre de ces humeurs. Para ellos, el origen de la enfermedad estaba ligada a un desequilibrio de estos humores. Voilà, à la congestion et à l'encrassement et aux dysfonctions qui en résultent. Ellos hablaban, o digamos, decían que estaban ligadas las enfermedades a todo lo que es congestivo y disfunción de estas sustancias. Il s'est
pas passé vraiment grand-chose entre cette période-là et le 19e siècle. Entre ese periodo y el siglo XIX tampoco hubo grandes cambios en cuanto a la visión. Alors, pourquoi? Parce que d'un autre côté, si vous voulez, nous avions, comme j'expliquais avant, la neurologie faisait son petit bout de chemin tout seul. La neurología hacía, digamos, su camino, su desarrollo solita. C'est-à-dire qu'au départ, par exemple, si on prend le système nerveux autonome, parce que c'est ça qui est important, c'est vraiment important de comprendre la fonction du système nerveux autonome en lien avec l'immunologie et l'endocrinologie. Digamos que en nuestro campo, y lo que tenemos que tener bien en cuenta es justamente la neurología en relación al sistema nervioso autónomo y su relación con el sistema inmune. Et la seule différence, enfin, ou la seule compréhension qu'on avait à l'époque, hein, mais ça je parle il y a très longtemps, hein, c'est de Aristote hein, et des Grecs. Oui, vas-y, continue. Eh bien, c'est qu'en fait, on différenciait la fonction somatique et la fonction autonome Sí, du ellos système. hasta ahora de alguna forma se diferenciaba la función somática y la función autónoma. C'était, on avait le somatique était en lien avec la fonction animale. Lo somático estaba de alguna forma en relación con la función animal. Et la fonction autonome avec la fonction organique. Y el sistema autónomo con la función orgánica. Il a fallu Vézal, hein, ce sacré anatomiste. Hasta que llegó el anatomista Vézal, André Vézal. Oui, pour ébaucher. Para insinuar. Ébaucher les nerfs qui appartiennent au système sympathique. Para insinuar y diferenciar los nervios que pertenecían al sistema nervioso autónomo. Voilà, et puis après, il n'y avait rien d'autre que des plexus périphériques, c'est tout. Y después él hablaba solamente de plexos periféricos. Voilà. Après, il y a eu Willis, hein, qui aussi un anatomiste. Otro anatomista, Willis, a posteriori. Du XVIIe siècle qui a décrit un peu plus en détail ces systèmes. Que describió en el siglo XVII un poquito más en detalle estos sistemas. Et puis c'est le premier qui a fait un lien entre le système nerveux sympathique et le nerf vague. Fue el primero en hacer una relación entre el sistema nervioso simpático y el nervio vago. Voilà. Après, vous savez que c'est Gaskell et Langlais qui ont donc des neurophysiologistes anglais qui ont vraiment été à l'origine de la différenciation du système nerveux autonome. Gasquet y Langlais, que son ingleses, están al origen de lo que es la diferenciación realmente de los dos sistemas. Et c'est à la fin du 19e siècle que l'anglais, pour la première fois, met un nom sur le système nerveux autonome. Y fue Langlais en el 17 que realmente le puso el nombre al sistema nervioso autónomo. Et il décrit de façon très claire qu'il y a 3 systèmes nerveux autonomes. Describe realmente en esa época 3 sistemas nerviosos autónomos. Ce qui est reconnu aujourd'hui donc comme le système sympathique, le système parasympathique et le système nerveux entérique. Lo que actualmente se conoce como el sistema nervioso simpático, parasimpático y el entérico. Donc ça date d'il y a longtemps. Ce qui a été assez oublié dans la littérature, et on retrouve ça très fréquemment, c'est qu'en fait, on ne parle même pas du système nerveux entérique comme faisant partie du système nerveux autonome. Aunque esta idea es antigua, ya tiene unos cuantos siglos,
a menudo en los textos no se ve, no se habla del sistema nervioso entérico. Y es verdad que en nuestra sociedad, de alguna forma osteopática, todos conocemos muy bien el sistema nervioso para y simpático, pero nos olvidamos a menudo de la triangulación con el entérico. Alors maintenant, on se rappelle de tout ça parce que euh, il y a eu cette petit à petit convergence entre la neurologie et l'immunologie, hein. Menos mal que hubo esta convergencia entre neurología y inmunología. Et avec le grand boom au niveau recherche, après les ostéopathes qui ont toujours un retard, une longueur de retard. Y gracias al gran boom de la investigación, el gran desarrollo de la investigación, aunque nosotros los osteópatas llevamos siempre un paso atrás, estamos un poquito con retraso. Eh bien, se sont fort intéressés au nerf vague. Aún así, como osteópatas nos hemos interesado mucho también en el nervio vago. Un des exemples, c'est qu'il y a énormément de formations continues en ostéopathie où on vous explique le lien entre les intestins et le cerveau. Prueba de ello, todas las formaciones en las cuales nos hablan de esa relación entre el intestino y el cerebro. On sait, les ostéopathes savent qu'il y a un lien entre les intestins et le cerveau. Los osteópatas somos conscientes de esa relación entre el cerebro y los intestinos. Ils comprennent que des maladies qui commencent dans les intestins seront plus tard à l'origine de maladies mentales. Somos conscientes de la relación que pueden tener esas enfermedades o esas disfunciones digestivas, viscerales, en la parte, digamos, intestinal, y que en un momento dado puedan dar patologías de orden más neurológico, central o incluso psiquiátrico o psicológico, ¿no? Alors évidemment, c'est facile. Donc, on va se consacrer à faire des techniques viscérales sur les intestins. Nos centraremos efectivamente, es fácil, es muy fácil el discurso y decir, bueno, pues oye, vamos a realizar técnicas viscerales. Pour avoir une action au niveau cérébral. Para obtener un supuesto efecto a nivel cerebral. Pour en donner un exemple, il y a une ostéopathe anglaise qui s'appelle Bramati. Ejemplo, hay una osteópata inglesa que se llama Bramati. En fait, elle est anglo-brésilienne. Es anglo-brasileña. Donc, elle a fait une thèse de PhD sur comment est-ce que quelle est la conséquence au niveau physiologique de manipulation viscérale chez des autistes. Esta osteópata hizo una tesis de PhD, ¿vale? En la cual analizó la consecuencia fisiológica de las manipulaciones viscerales, si no me equivoco, sobre niños o personas autistas. Et ça ce sont des publications, son travail a été fait dans les années 2010, quelque chose comme ça. Es un estudio que más o menos data del 2010. Alors, elle a démontré, mais elle n'a pas compris comment, mais elle a démontré que quand on fait des manipulations viscérales, enfin, quand on travaille sur les intestins, hein, chez des enfants autistes, il y avait deux effets principaux. Ella demostró, pero no sabe muy bien cuál es el fenómeno fisiológico, ¿vale? Que trabajando sobre los intestinos, pues tenía efectos en niños autistas. Y parece que había dos efectos importantes. Alors, le premier effet est un effet biologique. Un efecto biológico. Ils se sont rendus compte que chez le groupe qui a été traité avec ces manipulations viscérales, en este grupo tratado con manipulaciones o movilizaciones viscerales, les marqueurs inflammatoires présents
dans les selles que observaron como efecto biológico que en los marcadores inflamatorios presentes en las heces, donc en fait, le marqueur, c'est le fecal calprotectin. es el fecal cal. Protectine, c'est une protéine qui s'appelle calprotectine. Vale, es una proteína que se llama el fecal calprotectin, qui est anormalement élevée dans le cas d'inflammation liée aux pathologies digestives comme la maladie de Crohn, comme la maladie cœliaque. Curiosamente, este factor proteico está anormalmente se dice, alto en caso de patologías inflamatorias como por ejemplo la enfermedad de Crohn. Alors, un autre marqueur très facile à mesurer, c'est le CRP, donc c'est C-réactine protéine. Otro marcador también fácil de analizar es el CRP. Donc, ce marqueur, ce CRP, que tout le monde connaît, qui est un marqueur d'inflammation, on le retrouve dans toutes les pathologies où il y a une inflammation en excès. Lo encontramos presente y alto en todas las patologías donde hay un proceso inflamatorio exagerado. Alors, je vous donne par exemple deux extrêmes. Donc, l'arthrite rhumatoïde, que tout le monde connaît bien. Como por ejemplo en la artritis reumatoides. Mais également dans la dépression. Pero también presente, por ejemplo, en la depresión. Donc, alors, les ostéopathes savent ça, donc elle a mesuré ça, mais elle n'a pas compris pourquoi. Los osteópatas y ella misma trabajamos esto, sabemos de esto, pero no sabemos el por qué. Parce que, donc, d'un côté, on avait une réponse objective, c'est-à-dire que les manipulations viscérales diminuaient les marqueurs inflammatoires. Se daban cuenta que la respuesta objetivable de los marcadores bajaban, ¿vale? Los marcadores inflamatorios. Et d'un autre côté, elle avait une amélioration de la fonction cognitive. Pero también se dio cuenta que tenía una mejoría en la respuesta cognitiva. Emocional et de comportement y comportamental chez ces autistes. En estos niños autistas. Mais elle n'avait pas les connaissances suffisantes en endocrino-immunologie pour faire les liens. Pero no tenía suficientemente, digamos, información a nivel neuroinmunológico, digamos, dentro de lo que es el concepto de neuropsicoinmunología, no tenía suficientes datos para hacer la relación entre los fenómenos. Alors, si on reprend l'immunologie, eh bien, vous connaissez tous Claude Bernard, n'est-ce pas? Todos, en cuanto a la inmunología, conocemos a Claude Bernard. Donc, Claude Bernard, c'est un contemporain de Langlais. Es un contemporáneo de Langlais. C'est un physiologiste français. Hein. Es un fisiólogo francés. Et en fait, lui, il s'est dit, en fait, la santé, c'est dû à l'équilibre du milieu intérieur. Señaló que la salud era la consecuencia del equilibrio del medio interno. Oui, et en fait, ce milieu intérieur, c'est le milieu extracellulaire, ok? Se refiere al medio extracelular. Et que cet équilibre est dû à un mécanisme de compensation continue. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie, n'est-ce pas? Esto obviamente es lo que entendemos todos como homeostasia, ¿no? El equilibrio dentro del estado general interior. Parce que c'est le concept d'unification totale ou fondamentale. Concepto de unificación global, total et fondamentale. Y fundamental. Ensuite, on a eu ce cher Louis Pasteur. Después llegó Louis Pasteur. Alors, ça, c'était à l'époque de la révolution microscopique et de la microbiologie. En la révolution microscópica y microbiología. Et donc, pour lui, derrière son microscope, lui, il propose que la cause de la maladie
Detrás de Bien, su en fait, microscopio, c'est Pasteur indica que la causa de la enfermedad c'est dû aux germes. está ligado a los gérmenes. Donc, c'est-à-dire que pour lui, puisque le germe vient de l'extérieur, hein, c'est la grippe, Para, que ce para, soit él, de bactéries. para él el germen que es exterior, externo al cuerpo, Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, les causes sont exogènes et non endogènes. para él las causas son exógenas y no endógenas. C'est la faute de l'autre. Hein. Eh, Donc, Perdonar un momentito, perdonar, ¿me oís todos? voilà. Donc, en fait, si vous voulez, c'est que dans les années Attends, 1970, Pascal, Pascal, attends une seconde, attends une ouais. seconde, attends une seconde. Jesús, ¿quién ha abierto mi cuenta? ¿Alguien ha abierto? Se ha cerrado la sesión porque se ha iniciado sesión con su cuenta desde otro dispositivo. No, 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 yo te digo bien, ¿eh? Ah, ¿me oís todos? Ah, vale, Sí, vale, sí, vale. sí, 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 sí. Perfecto. Todo va bien. Vale, vale. Pascal, tu peux continuer, pardon. Donc, en fait, il n'y a pas longtemps, en 1970, hein, No hace tanto, ¿eh? En 1970, ben, c'est que l'action du système immunitaire, la acción del sistema inmunitario c'était juste de neutraliser les envahisseurs. era de neutralizar el invasor. D'accord. Et donc, de stopper les dommages potentiels, n'est-ce pas? Y de parar los daños potenciales ligados a esos fenómenos de agresión exterior. Donc, les maladies résultent des toxines pathogènes. Con lo cual, hasta ahora, hasta el 1970, las enfermedades derivan de los patógenos exógenos. Ensuite, dans les années 1980, En los años 80, on a pu, avec le développement de la microbiologie, con el desarrollo de la microbiología, on a pu mettre en évidence des cytokines pudieron observarse o, digamos, analizarse la presencia de citoquinas, qui sont des molécules produites par les cellules de l'immunité innée. son citoquinas producidas por las células de quoi tu as dit, excuse-moi, de células? De l'immunité innée. Ah, sí. Citoquinas producidas por las células de la inmunidad innata, Comme par exemple les macrophages. Okay? como por ejemplo los macrófagos. Bon. Ça, c'était en 1980. Et en fait, dans le courant des années 80 et puis 1990, hein, En los 80, 90, en fait, on s'est rendu compte, et ça, c'est la théorie cytokine des maladies, digamos, se dieron cuenta, es un poquitín la teoría de las citoquinas en cuanto a las enfermedades, qu'en fait, ce n'était pas le germe qui produisait les maladies, comme disait Pasteur. se dieron cuenta que las enfermedades no las generaba especialmente y solamente el gen exterior, como lo decía Pasteur. Mais, voilà, mais en fait, ce sont les cytokines qui sont produites par les macrophages Pero citoquinas producidas por los macrófagos qui vont être responsables d'activités biologiques que van a ser responsables de actividades biológicas qui peuvent être bonnes ou négatives. que pueden ser buenas o negativas. Parce qu'on a des cytokines pro-inflammatoires Hay citoquinas proinflamatorias et on a des cytokines anti-inflammatoires. y citoquinas antiinflamatorias. Donc, en fait, ce sont les cytokines qui sont responsables des maladies, mais ce n'est pas les agents pathogènes. No son agentes patógenos, pero son responsables de las enfermedades, estas citoquinas. Il a fallu attendre 2002. Attends une seconde parce que je te perds un petit peu. Tu m'entends? Vas-y, répète, excuse-moi. Voilà. Donc, il a fallu attendre 2002. Tuvimos que esperar el año 2002 des travaux de gens
des travaux de gens neurologues d'un côté, immunologues de l'autre, Tuvimos que esperar los trabajos de inmunólogos y neurólogos en combinación qui ont scellé le pacte entre la neurologie et l'immunologie. que han firmado un pacto entre la neurología y la inmunología. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis en évidence le rôle du nerf vague Ya que pusieron en evidencia el rol del nervio vago dans son activité anti-inflammatoire naturelle, en su rol antiinflamatorio natural, mais aussi dans son activité de faire remonter l'inflammation de la périphérie au cerveau. pero también para producir una remontada, digamos, de la inflamación desde la periferia hasta el cerebro. Voilà. Donc, en fait, je vais... Attends un peu, Mario. Hein. ¿Queréis hacer alguna pregunta? Attends, je vais voir s'il y a des questions dans l'auditoire. ¿Alguna pregunta por el momento? Jesús, hay 82 participantes. ¿Alguna pregunta? Non? Pascal, tu peux y aller, il n'y a pas de questions pour le moment. Donc, je vais partager une image. Let me see here. Jefe, había una mano levantada de alguien por ahí. Y attends, il y a une petite question, Pascal. ¿De quién? Espérate, de Consuelo creo que era. Consuelo, ¿puedes hablar? Es que se ha quitado rápidamente. Ah, vale, pues ya está. Pues nada, si no... Vas-y, tu peux continuer, Pascal. Ah, sigue. Donc, en fait, je vais vous parler de ces fameux macrophages que vous voyez à votre écran. Vemos ahora en nuestras pantallas estos famosos macrófagos. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous voyez que vous pouvez avoir une réponse immunitaire du macrophage via une infection. Hein, les produits Sin entrar en detalles, podemos ver que hay una respuesta inmunitaria por parte del macrófago. Et les virus, hein, COVID-19. Como por ejemplo también los virus, como el COVID-19. Ça fonctionne de la même manière. Aquí funciona similar, de forma similar. Vous avez aussi une réaction des macrophages suite à des débris cellulaires dus à une fracture, dus à une coupure, dus à une blessure. Hein. Obviamente, todas estas respuestas por parte de macrófagos están presentes también cuando hay un daño celular. Alors, vous avez le moulin, la machine à gaz dans ce macrophage qui va produire une réponse Toda la immunitaire. respuesta producida por el macrófago que inicia todo un proceso de respuesta ante esta situación de infección o de daño tisular. Comme vous voyez sur le schéma, ça va provoquer une libération de cytokines. Lo cual va a liberar una cantidad importante de citoquinas. Des cytokines pro-inflammatoires. Que son citoquinas proinflamatorias. Qui ont une action régulatrice. Hein, que obviamente tiene una acción reguladora. Qui normalement va donner, qui normalement devrait conduire à la santé. Que por lo normal deberían conducirnos a una situación de salud. Ou qui va amener à un phénomène inflammatoire trop important. Pero que pueden producir en algunos casos un proceso inflamatorio demasiado importante. Et donc, on n'arrive pas à régler cet excès d'inflammation. Y este exceso inflamatorio no vamos a poder fácilmente regularlo. Et ça va développer des maladies auto-immunes. Lo cual va a generar el desarrollo de enfermedades autoinmunes.
comme vous pouvez voir, l'arthrite rhumatoïde, l'artériosclérose, O les enfermedades maladies de como Crohn. reumatismos artríticos, arteriosclerosis y demás, y múltiples enfermedades autoinmunes que conocemos, Et certains cancers. Bon, incluso ciertos cánceres. et en fait, on va dire certains cancers, les cancers d'origine de tumeurs solides. Son tumores que vamos a considerar como tumores sólidos, C'est-à-dire la majorité des cancers. como son la mayor parte de los cánceres. Le seul cancer liquide étant le cancer du sang. El único cáncer, digamos, liquidio, siendo el cáncer de la sangre. Le cancer, la maladie de Hodgkin qui affecte le système lymphatique n'est pas considéré Como la comme un enfermedad de cancer Hodgkin, d'origine liquide. que es un tumor, digamos, un cáncer liquidio. OK, donc on a la libération de ces cytokines hein, qui va produire soit la santé, soit les pathologies là. Et dans la majorité des cas, entre les deux, on a ce qu'on appelle le sickness syndrome ou le syndrome de maladie. Digamos, en esta respuesta antiinflamatoria, en la cual puede haber, digamos, un estado de mejoría de la salud y, al contrario, un estado, digamos, deprimido, está este estado de síndrome Syndrome de maladie. Síndrome de enfermedad. Alors, c'est très simple à comprendre parce que au-dessus, on a le super positif, la santé. En dessous, on a le super négatif, les maladies auto-immunes, cancer, etc. Et entre les deux, là, on a ce sickness syndrome ou le syndrome de la maladie que tout le monde connaît bien parce que quand on a la grippe, on chope la grippe, eh bien, on n'a pas faim, ça peut donner de l'anorexie, on a de la douleur, on a de la fièvre, on peut avoir un gonflement, des choses que tout le monde connaît. Hein? Sí, digamos que entre ese estado de salud perfecto y estado, digamos, inflamatorio absoluto, hay una serie de consecuencias de lo que denominan algunos sickness syndrome, que es un estado en el cual, como por ejemplo, pues en un estado de gripe, hay signos añadidos como pueden ser la anorexia, hinchazón, dolor y demás signos, digamos, que podríamos denominar como, según la denominación más clásica, funcionales, ¿no? Síndromes funcionales o disfuncionales. Donc, en fait, c'est très simple. Con lo cual es muy simple. C'est très simple à comprendre parce que, si vous voulez, nous avons ici, vous voyez le niveau de cytokine qui augmente. Aquí vemos que, por ejemplo, el nivel de citoquinas aumenta. C'est-à-dire un niveau excessif. Hein? En caso de un estado excesivo de liberación de citoquinas. Parce que nous avons besoin d'un niveau constant d'inflammation dans notre corps. Ya que se necesita un estado constante de mínima inflamación en nuestro cuerpo. Ça veut dire qu'on a besoin d'un niveau de cytokine minimal. Necesitamos un nivel mínimo de citoquinas ambientales en sangre. Donc, voilà, pour faire recruter les globules blancs. Para que en un momento dado tengamos que poder reclutar glóbulos blancos. Avoir une activité antibactérielle et puis avoir antibacteriana, o sea, para la defensa cotidiana. Et puis avoir d'autres cellules immunitaires comme les cellules dendritiques. O para, digamos, para en el momento en el cual se necesiten ciertas células dendríticas de respuesta a la situación inflamatoria, ¿no? Donc, qui est un type de cellules qui font partie de l'immunité innée. Esto son células que hacen parte de la inmunidad innata. Et qui maintiennent la santé. Y que permiten mantener la salud. Maintenant, quand ce niveau de cytokine devient trop élevé, pero si este nivel de citoquinas es exagerado, se hace elevadísimo.
Vous vous rappelez dans l'image précédente que si on a un niveau de cytokine exagéré, eh bien, on va promouvoir des maladies auto-immunes, par exemple. Ya que, como lo visteis antes, la presencia de niveles exagerados de citoquinas va a favorecer la presencia de enfermedades autoinmunes. Donc, vous voyez sur ce schéma que plus le niveau de cytokine augmente, Vemos en este esquema que cuanto más alto sea el nivel de citoquinas, plus la gravité de la maladie augmente, más aumenta la gravedad de la enfermedad. comme vous pouvez le voir sur ce schéma, où à la fin, on a un choc septique, un organe qui ne fonctionne plus. Pudiendo llegar a choques generales o fallos orgánicos importantes. Pascal, il y a une question qui me permet de Daniele Sarnataro de l'Italie. Daniele. Sí, quería preguntar si seguramente ese es un proceso crónico, ¿no? O sea, en el tiempo. ¿Ese nivel de citoquinas puede interferir también a nivel agudo? O sea, en una temporada menor. Pascal, ici tu es en train de représenter un état, disons, chronique, mais est-ce que dans un état aigu, ce niveau de cytokine peut être présent et augmenter? Alors, si on revient, attends, je vais revenir ici, hein, et puis je vais voir si je peux sharer à nouveau l'écran. Donc, je vais sharer l'écran. Donc, je reprends, où est-elle? Attends, wait a minute. J'essaie de retourner à cette image ici. Wait a minute, Mario, je dois aller dans… Está buscando una imagen, chicos, ¿eh? Ahora te contestará, me imagino, Daniele. Attends, voilà, je reviens ici, je vais resharer ça, on devrait la voir apparaître, puis voilà. Donc, si je reviens ici… Fais un partage. Voilà, maintenant. OK, parfait. Donc, c'est ce que je disais avant. Vous avez un niveau de cytokine médium. En général, tenemos un nivel de citoquinas medio. D'accord? Ça va nous amener dans le cas aigu. Hein? Esto en caso agudo, ¿eh? ¿Vale? Hablando de un caso agudo. Dans le cas aigu, c'est comme le COVID-19, ça va nous amener au sickness syndrome, au syndrome de maladie, au signe qui va nous amener les signes de maladie. En este caso, digamos en caso agudo, obviamente van a aparecer signos de enfermedad, como en el COVID-19, signos claros de enfermedad. Donc, si on diminue ce niveau de cytokine, si bajamos este nivel de citoquinas, on va passer, n'est-ce pas, du syndrome des signes de maladie. Vamos a pasar de este fenómeno de síndrome y signos de enfermedad. Fièvre, anorexie, douleur, etc. Fiebre, anorexia, dolor, etc. Anxiété. Ansiedad. Et si ça s'est résolu, on passe à la santé. Si todo esto se resuelve, pues pasamos a un estado de salud. Dans le cas du COVID-19, por ejemplo, en el caso del COVID-19, le mécanisme correspond à ça, ce que je vous montre là. El mecanismo es igual que lo que os está representando en el esquema. Vous savez que le COVID-19 est un virus, c'est comme le virus de la grippe. El COVID-19 es como el virus de la gripe. Donc, on a des symptômes communs, c'est-à-dire l'anorexie. Signos comunes. Donc, fatigue, anorexie, fièvre. Fatigue, anorexia, fiebre. Todo el tralala este. Maintenant, ce qui est plus complexe avec ce virus, c'est que, comme dans toutes les maladies virales, hein, vous savez que si vous développez la flu, la grippe. Sí, bueno, como todos los complejos virales, si desarrollamos la gripe. Eh bien, une des conséquences, souvent, si on est un peu fragile. Una de las consecuencias, si somos un poquito frágiles. Ben, ça va nous taper sur les bronches. Nos va, obviamente, a afectar a nivel de los bronquios. Ça c'est parce que les bactéries
c'est Noël, dans votre corps pour les bactéries. Hein. Es como si fuese Navidad en vuestro cuerpo a nivel bacteriológico. Donc, vous pouvez autant développer une sinusite. Podéis desarrollar una sinusitis como Donc, ce sont des effets secondaires son à efectos secundarios ce syndrome, les syndromes de la maladie non résolus. son digamos, síndromes de la enfermedad no resueltos. Donc, ça veut dire qu'au niveau aigu, Diríamos que al nivel agudo, plus vite on agit pour diminuer ce niveau de cytokine, de cytokine hein, au niveau sérique, par exemple. Hein. cuanto más rápidamente podamos bajar los niveles en sangre de estas citoquinas, on va, si vous voulez, éviter, le pire. más fácilmente podremos evitar situaciones más drásticas, más, digamos, más crónicas. Et on va se limiter à ces symptômes ici. Y podremos conseguir, digamos, limitarnos a síntomas más bien de tipo simples como la fiebre, la depresión o la anorexia. Maintenant, si cette inflammation n'est pas résolue, pero si esta inflamación no se resuelve, vous voyez qu'on se dirige vers des problèmes plus complexes qui sont en fait, c'est que le corps n'arrive pas à se défendre proprement et ça va être l'origine de maladies auto-immunes. Claro, si no conseguimos reajustar un poquito la respuesta de defensa, pues esto fácilmente puede llevarnos a consecuencias de enfermedades autoinmunes. Donc ça, c'est hyper important à comprendre. Esto es el punto de partida muy importante que tenemos que entender. Il est très important de comprendre au niveau cellulaire, c'est-à-dire microbiologique, ce qui se passe. Hay que entender de un punto de vista celular y microbiológico lo que realmente sucede. Bon, maintenant, on va jumper de l'immunologie à la neurologie. Vamos a saltar ahora de la inmunología a la neurología. Est-ce que pour l'instant, tout le monde me comprend ce que je dis? Por el momento, ¿todos entendéis el discurso? Que fue de alguna forma hablarnos de inmunología. Yo se lo agradezco porque nosotros no somos especialistas en este sector y dicho de forma simple, pues se agradece. ¿Algunas preguntas concretas? Est-ce que je n'endors personne? Que no os dormáis, que viene ahora la parte más interesante. Ding, 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 ding. Todo bon. Claro. Tout est clair. Ok, donc la neurologie. Alors, la neurologie, nous allons parler du système nerveux autonome. Vamos a hablar ahora de neurología y del sistema nervioso autónomo. Je vous disais tout à l'heure que dans les années début 2002, donc vous voyez, il n'y a que 18 ans de cela. Hein, más o menos hace unos 18 años aproximadamente. On s'est rendu compte que le nerf vague, par exemple, nos hemos dado cuenta que el nervio vago n'avait pas seulement des récepteurs pour la sérotonine, l'acétylcholine, la noradrénaline, enfin les récepteurs classiques. Hein, no solamente tenía los receptores clásicos a la serotonina, acetilcolina, etc. De neurotransmission classique, n'est-ce pas? Los clásicos, digamos, neurotransmisores conocidos. Le nerf vague a des capteurs osmotiques. Tiene captores osmóticos también. A des récepteurs chimiques. Tiene receptores químicos. A des récepteurs hormonaux. Tiene receptores hormonales. A des récepteurs de mécanique, c'est-à-dire, par exemple, vous savez que si l'estomac est distendu. Tiene receptores de mecanotransducción, digamos, receptores mecánicos. Ben, vous allez vous ressentir de la douleur. Hein? Los receptores nociceptivos, de alguna forma, mecanoreceptores. Et donc, dans ces récepteurs chimiques, il y a l'affinité aux cytokines inflammatoires. Y resulta que en estos receptores, ¿vale? Existe también cierta afinidad por las citoquinas.
Maintenant, si on parle de neuroimmuno-endocrinologie, Ahora, si hablamos de neuroinmunoendocrinología, on s'est rendu compte que le nerf vague a aussi des récepteurs pour des hormones telles que la cholécystokinine. se dieron cuenta que el nervio vago tiene receptores para hormonas como la colecistoquinina, CKK. la CKK, Oui. Mais aussi les leptines, pero también para las leptinas, les grélines, las grelinas. No l'histamine. gremlinos, no gremlinos, grelinos, grelinas. Ouais. Donc leptine, gréline, histamine, aussi œstrogène, Histaminas también, estrógenos, progestérone, progesterona, testostérone, testosterona. toutes O les sea, hormones. receptores para múltiples elementos hormonales. L'insuline, La insulina también, receptores a la insulina, le cortisol. al cortisol. Donc ce nerf vague arrive à remonter toutes ces informations parce qu'il a des récepteurs à gauche et à droite, des affinités, Con lo cual, como tiene receptores múltiples y afinidades múltiples, es capaz de transmitir esa información, ese estado, de alguna forma, et ça arrive ici. y obviamente llega al nivel del sistema nervioso central. Ça arrive ici au niveau du système nerveux central, tout en bas de l'échelle du niveau, c'est-à-dire au niveau du noyau ambigu du nerf Llega más o vague. menos al nivel del núcleo ambiguo del nervio vago. Et en fait, non, ça arrive au niveau du noyau du tractus solitaire, Llega más o menos al nivel del núcleo del tracto solitario, les afférences, hein. todas estas aferencias. De là, les arcs réflexes, De ahí produciendo arcos reflejos, ça monte au niveau du tractus du noyau solitaire, hein. llegando al núcleo del tracto solitario. De là, ça va au noyau dorsal du vague, moteur du vague. Llegando al núcleo dorsal del vago. Moteur du vague. Motor. Et au niveau du noyau ambigu. Y al nivel del núcleo ambiguo. Ça, c'est la connexion la plus simple. Et puis, ça retourne en bas avec les efférences. Claro, que todo esto tiene después una respuesta eferente hacia abajo. Donc ça, c'est un réflexe assez simple, hein. Esto es un reflejo relativamente sencillo. Donc, le nerf vague remonte des informations. El nervio vago, digamos, recibe aferencias, informaciones aferentes. Voilà. Et puis, il y a une réponse immunitaire par les efférences. Lo cual produce una respuesta inmunitaria por estas eferencias. Maintenant, on va parler de choses un peu plus... Est-ce que tout le monde comprenne ça? ¿Todo el mundo ok? ¿Habéis entendido? Es simple, ¿eh? Es un camino simple por el momento. All right, ok. Maintenant, on va parler d'un truc un peu plus compliqué. Vamos a hablar ahora de un tema un poquito más complejo. Alors, une image ici qui va vous apparaître. Voyez ça? ¿Lo vemos? Sí. Donc, nous avons les afférences du vague ici. Vous voyez ma souris là, ma flèche? Non. Bah, elle est là, non? Tu ne la vois pas? Non, tu peux le faire. Attends. Tu peux le faire avec un... Bon, bah, t'inquiète pas, on ne le voit pas, mais ça ne fait rien. Bon, on est dans la partie inférieure gauche du schéma, hein. Estamos en la parte inferior izquierda del esquema. Donc, on voit que ça arrive au NTS, noyau du tractus solitarus. Vemos que llega al nivel del núcleo del tractus. ¿Du tractus quoi, tu as dit? Solitarus. Del tracto solitario. De là, on a le réflexe simple à gauche qui va sur le noyau ambigu, le noyau dorsal du vague, moteur du vague. Lo cual produce una respuesta del nervio dorsal, motor del moteur, tu as dit, c'est ça? Excuse-moi, Oui, parce que je suis à l'envers. Del nervio motor del vago. Donc, en fait, le NA
et le DMV, qui sont les deux noyaux moteurs du vague. Na y DMV, que son los dos núcleos motores del vago. Juste au-dessus, vous voyez le RVLM, Vemos justo por encima que RVLM qui est simplement un noyau du système orthosympathique. es un núcleo del sistema ortosimpático, simpático. En fait, au tout début, on disait que les deux systèmes étaient antagonistes. Antes se decía que simpático y parasimpático eran antagonistas. En fait, oui et non. Sí y no, en realidad. Ça peut être de très bons amis, Pueden ser muy buenos amigos et donc ils vont combattre, puisque vous voyez qu'ici, il y a autonomic nervous system, donc c'est la réponse du système nerveux autonome pour avoir une action sur la fonction organique, sur l'inflammation. Okay. Obviamente, los dos van a trabajar en combinación para... Ça, c'est la grosse flèche en bleu, là. La flecha azul en realidad representa el trabajo combinado para ofrecer respuestas eferentes. Donc là, on a un exemple de collaboration entre le système parasympathique, c'est-à-dire, vous savez que le nerf vague, c'est 80% du système parasympathique. Hein? Sabéis que el nervio vago, aquí tenemos un ejemplo de combinación, ¿vale? Entre simpático y parasimpático, pero sabemos que el 80% de las vías del simpático son aferentes. Le nerf vague, c'est le principal composant du système parasympathique. Siendo el principal componente del sistema simpático. Mais parfois, on a des situations où le nerf vague et le nerf système orthosympathique sont en opposition. Sucede a veces que sistema simpático y sistema parasimpático están en oposición. Alors, on va parler de quelque chose que les ostéopathes parlent beaucoup. Y hablaremos de algo de lo que los osteópatas hablamos muy a menudo, mais qui est totalement obsolète. Pero que está completamente obsoleto. Parce que ça date de 1980. Ya que se habló de esto en los años 80. Et ça s'appelle le modèle psychobiosocial. Es el modelo biopsicosocial. Je crois que tout le monde a déjà entendu parler de ça. Hein? Del cual estamos bastante al corriente ya. Maintenant, ce que les ostéopathes savent peu, c'est que ce modèle a évolué. Lo que sabemos pocos osteópatas es que este modelo ha evolucionado. Il a évolué dans les années 1990. En los años 90, este modelo ha evolucionado. Suite aux travaux d'un neuropsychologue ligado a los trabajos de un neuropsicólogo qui est spécialisé dans les neurosciences, especializado en neurociencias, et qui a démontré el cual demostró que le nerf vague, que este nervio vago, avec son noyau du nucleus tractus solitarus, hein, con su núcleo del tracto solitario, donc là où vont les afférences, hein, l'information arrive. Ahí donde llegan las informaciones. Mais si vous voyez sur ce schéma, l'information est transmise à différents niveaux de hiérarchisation et de complexité au niveau cérébral. Claro, aquí vemos en este esquema que las informaciones que llegan están distribuidas en distintos sectores, ¿vale? Estratégicamente y jerárquicamente situados. Donc, vous avez ici le nom de ces noyaux principaux. Hein, vous pouvez les lire. El nombre de los distintos núcleos principales. Et donc, plus on monte dans les étages supérieurs, más subimos en los niveles superiores, nous aurons une réponse suite à ce que le nerf vague
va transmettre comme information au cerveau, hein, Digamos que en función de la información que el nervio vago va a ir transmitiendo al cerebro, nous allons avoir une réponse de type multiple. tendremos una respuesta múltiple. Nous allons avoir une réponse au niveau du système nerveux autonome et au niveau de la modulation de la douleur. Tendremos obviamente respuestas a través del sistema nervioso autónomo con una regulación del dolor. Nous allons avoir une réponse endocrinienne. Tendremos una respuesta endocrina, Nous allons avoir une réponse au niveau viscéral, una respuesta visceral, donc, qui est engagée par le système nerveux autonome, hein. obviamente a través del sistema nervioso autónomo. Là, nous arrivons dans le système limbique. Aquí llegaremos entonces al sistema límbico. Nous allons donc avoir une régulation des émotions. Tendremos una regulación de las emociones también. On monte à un étage supérieur. Si subimos de un nivel por encima a un nivel superior, Et donc là, on va avoir une réponse au niveau comportemental, tendremos también una respuesta de un punto de vista comportamental, au niveau de la cognition, a nivel cognitivo también, au niveau viscéral dans les étages supérieurs, a nivel visceral en los niveles superiores, au niveau du système nerveux périphérique. a nivel del sistema nervioso periférico. Donc, nous avons un système d'intégration ou de communication et d'intégration Con lo cual, tenemos un sistema de integración y de intercomunicación y de comunicación à différents étages cérébrales. en distintos pisos cerebrales. Et tout ça via le jeu de production Todo esto a través del juego de la producción de neurotransmetteurs classiques. de los clásicos neurotransmisores, Parce que, vous savez, le nerf vague, c'est le système parasympathique, donc le principal médiateur, c'est l'acétylcholine, n'est-ce pas? sabemos que el principal mediador es la acetilcolina a nivel del vago, Bon, en fait, ne croyez pas cela parce que ce n'est pas tout à fait vrai. pero esto es relativamente correcto. Le nerf vague va stimuler la production d'adrénaline. El nervio vago va a producir la estimulación de la secreción de adrenalina, En fait, plus exactement, la noradrénaline. más exactamente de la noradrenalina, Il va stimuler la production de sérotonine. a su vez de serotonina, Il va stimuler la production de dopamine. y estimular la producción de dopamina, Et il va réguler la libération des hormones œstrogènes, progestérone, testostérone, cortisol, etc., à différents endroits du cerveau. y hará una regulación y de liberación de hormonas, pues, digamos sexuales, ¿no? Testosterona, estrógenos y demás. Comment on dit ça? Un exemple assez simple. Un ejemplo relativamente sencillo. Une femme dans son cycle, dans son cycle mensuel. Una mujer en todo su ciclo menstrual va passer par différents stades d'humeur. Por distintos estadios de humor. Ça, on est dans les parties du système limbique, là. Hein? Obviamente estamos hablando del sistema límbico. Estamos en el límbico. Ça va amener un état dépressif, anxieux. Lo cual genera una serie de trastornos de ansiedad y demás. Parce que ça, c'est dû à un excès de libération d'œstrogènes. Por esa liberación exagerada de estrógenos. Maintenant, quand on passe dans la phase lutéale, qui est la phase de libération de progestérone. Hein, pero en la fase luteal, o sea, en la fase de liberación de progesterona, ben, on va se sentir plus relax. Obviamente vamos a encontrarnos en una situación mucho más relajada, más tranquila. Donc, vous voyez que quand on parle du nerf vague, quand on parle de ce lien entre la neurologie et l'immunologie, on ne peut pas
ne pas parler d'endocrinologie. Con lo cual, cuando hablemos del sistema nervioso autónomo y del nervio vago, no podemos no hablar de endocrinología. Está ligado, Parce que tout ça est lié. porque todo eso está unido y ligado. C'est-à-dire que nous, en tant qu'ostéopathe, on doit être attentif au cycle hormonal de la femme. On Con doit lo être cual, attentif, como osteópatas tenemos que estar obviamente atentos, por ejemplo, en este caso, al ciclo hormonal de la mujer. on doit être attentif à la fonction thyroïdienne. Tenemos que estar atentos a la función tiroidea. Vous savez que le nerf vague, contrairement au système orthosympathique, n'innerve pas la thyroïde. Curiosamente, el nervio vago, al contrario del sistema ortosimpático, no inerva la glándula tiroidea. Donc, le nerf vague ne stimule pas directement la thyroïde. No estimula directamente el tiroides. Mais le nerf vague stimule la vascularisation de la thyroïde. Pero puede actuar sobre la vascularización del tiroides. Donc, indirectement, en stimulant Indirectamente. Donc, indirectement, si on stimule le nerf vague, on va stimuler la vascularisation, donc l'oxygénation de la thyroïde. Indirectamente, a través del nervio vago, se puede actuar sobre la oxigenación del tiroides. Et donc, on va stimuler la fonction thyroïdienne. Y a su vez, la función tiroidea. Donc, ce n'est pas quand vous faites ça que vous stimulez la fonction thyroïdienne. O sea, no basta las movilizaciones de la zona tiroidea para obtener resultados. OK. Il faut savoir aussi que Debemos ça, saber también, vous le savez peut-être pas, mais le nerf vague module à peu près 80% du volume total cérébral. el nervio vago regula aproximadamente un 80% del volumen cerebral. Donc, c'est immense. O sea, es inmenso. Nous avons donc entre nos mains Tenemos con lo cual entre nuestras manos, como osteópatas, un nerf qui peut être stimulé un nervio que se puede estimular et qui va engendrer un nombre, qui va avoir une influence el cual va a tener una influencia total sur les processus homéostasiques. sobre los procesos homeostáticos. Vous avez entendu parler de la charge allopathique. Todos hemos oído hablar de la carga alostática. Non, oui. En fait, cette charge allostatique, donc allostatique load, c'est simplement, en fait, si vous voulez, toute cette charge liée, parce que c'est lié à la fonction vadale, qui va être nécessaire. Esto es la carga alostática que va a ser necesaria pour arriver à un équilibre sympatho-vagal. Para regular este equilibrio simpático-vagal. Donc, ça, c'est en fait notre mission. Esta es nuestra misión como osteópatas. Maintenant, comment est-ce qu'on fait ça? Ahora, ahí viene la pregunta, es ¿cómo conseguir todo este proceso? Ok, alors, je vais partager ici une diapo. Attends. Nos va a poner una diapositiva. Donc, nous avons en tant qu'ostéopathe. Pascal, il nous reste 10 minutes, hein, ok? Je termine là. Hein? Ah, super, super. Donc, il faut que je share le screen. Va a enseñarnos una diapositiva y termina ahora mismo para poder dar lugar a las preguntas. Donc, share, voilà. Aquí terminons. Vous ne voyez pas ma flèche. Vous voyez, donc ça c'est on est retourné au modèle biopsychosocial très simple. Hein. Hemos vuelto al modelo biopsicosocial muy sencillo. Donc, nous avons les facteurs psychosociaux en haut. Tenemos los factores biopsicosociales arriba. Nous avons les facteurs développementaux, c'est-à-dire l'environnement. Tenemos el entorno, el développement, digamos, todo lo que es el entorno. Nous avons la physiologie. Hein.
todo el aspecto fisiológico, c'est-à-dire trop d'inflammation, blabla, tout ça. demasiada inflamación, bla, bla, bla. Tout ça est connecté et nous avons d'un côté les maladies auto-immunes, hein, Todo esto está conectado con incluso lo que tenemos a la parte derecha, todas las enfermedades autoinmunes. vous voyez, qui est en fait dépendante des autres facteurs de développement de physiologie, Dependientes de todos los otros factores de desarrollo fisiológico, en relation avec le système nerveux central et périphérique, hein, et en le système relación a nerveux todo este autonome. sistema nervioso central y periférico. Et de là, nous devons prendre en charge notre patient. Y a partir de todo esto tenemos que actuar sobre nuestro paciente. Donc, on a un patient qui souffre de rhumatoïde, d'arthrite rhumatoïde, Con lo ou cual, on a un patient qui souffre en de el caso de un dépression, ou on a paciente que sufre de una artritis reumatoides o de otra enfermedad autoinmune ou de dépression, o de depresión ou de cancer, o de cáncer, maladie de Crohn, enfermedad de Crohn, psoriasis, psoriasis, enfin, tout ce que vous connaissez. Et en fait, il va falloir gérer ce grand bordel parce vamos que a tener que regular todo este proceso avec toutes nos connaissances de physiologie, d'anatomie, nos connaissances de techniques ostéopathiques. Tendremos que regular todo esto con todo nuestro bagaje, digamos, osteopático, técnico y de conocimiento. Et il va falloir faire un plan de traitement qui va at the end, à la fin, nous donner un peu, ramener cet équilibre sympathovagal, un peu comme ça. Tendremos que actuar de tal forma que consigamos un equilibrio del sistema nervioso autónomo. Ouais. Et quand on a cet équilibre-là, ça s'appelle l'homéostasie. Y cuando consigamos esto, estamos en ese estado de homeostasia. On a le nerf vague ici et on a le système sympathique ici, d'accord? Sistema simpático de un lado y sistema vagal del otro. Quand c'est comme ça, le patient ne peut pas être malade. Y cuando llegamos a este equilibrio, el paciente no puede estar enfermo. Quand on est comme ça, le patient ne souffre pas du COVID-19. Y en este caso, el paciente no puede sufrir de un COVID-19. Ou de quoi qu'autre que ce soit. Il n'est pas dépressif, il n'est pas anxieux, il n'a pas de stress post-traumatique, tout ça est réglé. Il est super. Está en equilibrio y no puede sufrir de distintos, digamos, síntomas o síndromes postraumáticos y demás. Está genial. D'accord. Maintenant, si tu peux, si j'ai une minute j'ai un truc à montrer ici. En un minutito nos enseña una cosita muy interesante. Pascal trabaja muchísimo con ciertas medidas muy particulares que nos puede comentar en otra ocasión, pero aquí nos lo va a explicar. Vas-y, explique. Donc, en fait, vous voyez ici. Aquí Alors, vous n'êtes pas familiarisé avec ça du tout. Mais, explique un petit peu. Donc, il y a un moyen objectif simple qui ne consiste pas à faire une prise de sang. Hay un sistema sencillo que permite objetivar el estado, digamos, neurovegetativo y que no se hace a través de una analítica de sangre. Vous savez que si on arrive à mettre le parasympathique ici et le sympathique ici ensemble, si conseguimos unificar parasympático y simpático, un moyen de le savoir, c'est de faire une étude de la variabilité de la fréquence cardiaque. Basta hacer un estudio de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. La meilleure façon de le faire, la mejor forma de realizarlo, c'est via un ECG, un électrocardiogramme. Es a través de un electrocardiograma. Parce que le cœur est innervé par le nerf vague et le cœur est innervé par le système sympathique. Ya que sabemos que el corazón está inervado por los dos sistemas. Non seulement il reflète le bon niveau du cœur, mais d'une façon générale, le bon niveau des processus d'intégration et de modulation de ce réseau central autonome, comme nous avons vu avant. Obviamente,
a través de este electrocardiograma vemos cuál es el estado funcional del corazón, pero a la vez de cómo es el proceso, digamos, de gestión y de regulación de este corazón a través del sistema nervioso autónomo. Alors, voici le cas d'un patient. Este es el caso de un paciente. Vous avez en vert le système parasympathique, A la izquierda lo veis en verde el parasimpático c'est facile, et vous avez en rouge le système sympathique. y a la derecha el sistema simpático, en rojo. Vous voyez que le patient, dans les deux cas, parce que vous voyez normal, c'est 0 dans les deux cas, hein, normal, 0. En los dos casos vemos que hay una normalidad, ¿no? Si le patient était en parfaite homéostasie, Si el paciente estuviese en perfecta homeostasia, donc en bonne santé, en salud correcta, eh bien, tout ce que vous voyez en vert, les barres en vert et les barres en rouge, seraient tous à 0 niveau normal. lo normal es que todas las barras que vemos en verde, la min RR y HF Power, tanto en verde como las rojas, deberían estar en el nivel 0, en normal. OK. Si on prend en vert la toute première ligne où c'est marqué HF Power, Si vemos la primera línea de abajo, la HF Power, ça, c'est la puissance ou l'activité du nerf vague. aquí vemos la actividad real, la potencia del nervio vago. Vous voyez que dans ce cas-là, c'est trop faible. Y veis que está débil. Vous voyez que dans ce cas-là, il y a un déséquilibre. Y ves que vemos que hay un desequilibrio. Si on prend du côté rouge sympathique le LF Power, Y si vemos el LF Power, pero del lado del sistema simpático, ça c'est la puissance du système nerveux orthosympathique. es la potencia del sistema ortosimpático. Ce patient est donc en sympathicotonie, Es un paciente en simpaticotonía, d'accord? Donc un excès d'activité sympathique, un exceso de actividad simpática, ce qui n'est pas bon du tout. lo que obviamente no es correcto porque es un estado de función excesiva. Voilà. Donc en fait, ce genre d'analyse très simple, ça dure 10 minutes, Este tipo de análisis que dura exactamente 10 minutos permet d'objectiver permite objetivar de façon très simple de forma muy sencilla y poco costoso l'équilibre sympathovagal el equilibrio simpático-vagal qui régule toutes nos fonctions physiologiques, que regula toda nuestra función fisiológica, la régulation de l'inflammation la regulación de la inflamación, del proceso inflamatorio, hormonale, hormonal también. d'accord? Et en fait, nous, en tant qu'ostéopathes, eh ben, on essaye de travailler sur le nerf vague et le para et le sympathique. Okay? Como osteópatas, pues vamos a intentar trabajar sobre el nervio vago y sobre el sistema simpático. Alors, on fait un enregistrement avant le traitement. Hacemos una grabación, una toma de medidas antes del tratamiento, On fait quelques traitements hacemos unos cuantos tratamientos et puis on refait un enregistrement. y volvemos a hacer una grabación, una toma de medida. Et vous devez voir quel est l'effet physiologique de votre traitement parce que vous devez avoir augmenté la réponse, le tonus envers du nerf vague. Porque tendríamos que tener, en este caso, por ejemplo, un aumento del tono del vago, de la actividad del vago, Et de l'autre côté, diminuer l'activité sympathique y por el otro lado, disminuir la actividad simpática pour tendre vers un équilibre. para tender hacia un equilibrio. Eh bien, ça, c'est la preuve que votre traitement a une action physiologique sur votre patient est bénéfique. Esto es una prueba bastante objetivable del efecto, digamos, positivo de un tratamiento sobre vuestro paciente. Maintenant, vous faites un enregistrement avant, vous faites votre traitement, vous faites un enregistrement après. Et puis, vous voyez qu'il n'y a rien qui a changé. Y si en el caso contrario, después de todo un tratamiento, no ha cambiado nada, Ou que même c'est pire, o que es peor, eh ben là, il faut se dire, tiens,
qu'est-ce que je fais maintenant? Pues habría que entonces valorar qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Voilà, ça c'est l'idée qu'il y a en neuroimmunologie de cette connexion importante entre le système nerveux autonome, mais aussi, je peux encore en parler des heures, du système nerveux périphérique, parce que le nerf vague est aussi stimulé par le nerf sciatique. Obviamente, de todo esto podría hablar horas, que es el caso, porque yo cada vez que me conecto con Pascal para hablar de esto, le tengo que decir que se corte porque tiene para mucho. Y otro detalle, por ejemplo, es que el nervio vago tiene una conexión incluso con el propio nervio ciático. O sea, esto da para hablar, ¿eh? Parce que les recherches récentes, Pues ya que los estudios, la investigación reciente, ont montré que si on stimule le nerf sciatique ou une de ses branches, le nerf péronéal externe, hein, han demostrado que, por ejemplo, en cualquier estimulación del nervio ciático, o incluso en el ciático, ¿cómo se llama ahora? El ciático poplito, no, el ciático poplito externo para los que utilizamos la nomenclatura francófona, que ahora es el peroneal común, efectivamente, si se estimula este nervio, eh bien, on va stimuler le nerf vague. pues tiene un efecto de estimulación sobre el nervio vago, C'est intéressant, hein? que es relativamente interesante. Parce que tout est lié. Porque todo está unido e interrelacionado. Pascal, est-ce que les gens ont compris ce que je racontais? Entonces, la pregunta que os transmito, si hay algunas preguntas concretas o si la gente presente quiere hacer alguna pregunta, alguna duda, y si más o menos ha entendido el discurso, je te fais part de questions. Attends une seconde. Oui, bien sûr. Très clair, tout bien, entendu, compris. OK. Pascal, moi, je ne peux que te remercier de ce petit speech simple, mais à la fois clair et qui donne lieu à beaucoup de discours, à beaucoup d'interprétations, à beaucoup de portes ouvertes pour pouvoir travailler de façon beaucoup plus spécifique sur ce terrain de neuroendocrinologie et immunologie. Chicos, gracias a vuestra presencia, veis que hay un campo absolutamente interesantísimo que Pascal ha estudiado. Haremos todo lo posible, una vez que nos suelten de este confinamiento, poder justamente realizar el curso que nos había propuesto. Esperemos que a lo mejor en septiembre o octubre tengamos la oportunidad de tener a Pascal aquí en España, y si no es en directo, haremos toda una primera parte online. Pero bueno, visteis que hay cosas interesantes y digamos amplias por las cuales podemos empezar a trabajar. Quand vous aurez compris les mécanismes de neuroendocrino-immunologie, cuando hayamos entendido los mecanismos de neuroendocrinología e inmunología, vous aurez tout compris. Hemos entendido todo. Vous pourrez tout faire. Y podremos hacer muchísimas cosas. Pascal y yo trabajamos en un pequeño trabajo sobre el sistema nervioso autónomo, pero honestamente a mí me cuesta, y realmente sus niveles de conocimientos me cuesta estar a la altura, pero espero poder disfrutar de este pequeño concepto de valoración, diagnóstico, estimación del equilibrio del sistema nervioso vegetativo autónomo en cuanto estemos con Pascal aquí en Madrid y en Barcelona. ¿Vale? Attends 2 secondes, Mario. 2 segundos. 2 secondes, Mario. J'ai un truc à montrer ici. Voilà. Pascal, que es incansable, no hay manera de cortarle. Todavía nos quiere enseñar una cosita. Et après, on va manger. Donc, ici, oh, merde. Tu vois ça, Mario? No. Hay un artículo que escribió Pascal sobre la estimulación transcutánea del nervio vago, ¿vale? Bastante interesante, que os lo compartiré, y está publicado en el 2019. ¿Es que on voit ça ou pas? Sí, tout le monde voit. L'article? Oui. Alors si, bon, c'est en anglais, hein,
Mais si on lit ça, on va comprendre comment le nerf vague fonctionne. Ya leyendo esto, ya entenderemos cómo funciona el nervio vago, ¿vale? Sur l'anxiété, Tanto sur l'intestin, le côlon irritable, todo lo que es, digamos, colon irritable, dolor crónico. voilà. Et donc, vous allez dedans, vous allez voir les résultats, blablabla, la discussion. Un artículo que nos permite, digamos, establecer un poquitín un anticipo de lo que se puede hacer en este sector y esperamos con mucho gusto a Pascal aquí en España. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand vous aurez compris la neuroendocrino-immunologie, vous pourrez tout faire. Il faut vous rappeler une chose en ostéopathie. Et ça, c'est vraiment important. Hein. Nos tenemos que recordar una cosa en osteopatía. C'est que si les gens connaissent ou ont entendu parler de John Wernham. Todos hemos oído hablar de John Wernham. Donc ça, c'était mon prof. Ha sido profesor suyo. Et John Wernham était l'élève de Little John. Alumno de Little John. C'était celui de Steve, ok. Et il disait, et en fait, il disait. Hay una pregunta de Kim. Vamos a dejar terminarle y después ya hacemos la propuesta, la pregunta. Kim. Ça, c'est très important. Je finis là-dessus, puis les questions. Termina sobre esto. Decía John Wernham. Oui, et John Wernham disait, la question à se poser n'est pas. La pregunta que tenemos que hacernos. Ou la mauvaise question à se poser. O al contrario, la mala pregunta que podríamos realizar. Est-ce que cette pathologie ou cette condition est du ressort de l'ostéopathie? Es del resorte, no sé si se dice resorte en español, pero es, digamos, esta patología que se me presenta a mí con este paciente tratable en osteopatía. Exemple, vous avez un patient qui a le cancer. Por ejemplo, un paciente con cáncer. Donc, la mauvaise question, est-ce que un ostéopathe peut soigner le cancer? La pregunta es, ¿un osteópata puede tratar el cáncer? Est-ce qu'un ostéopathe peut soigner la dépression? ¿Puede tratar un osteópata un estado depresivo? Est-ce que l'ostéopathe peut soigner une maladie de Crohn? ¿Puede un osteópata trabajar sobre o tratar una enfermedad de Crohn? Ça, ce sont les mauvaises questions à poser. Estas son las malas preguntas que realizar. La bonne question à poser. La pregunta correcta sería: qu'est-ce que l'ostéopathie peut faire dans ces cas-là? ¿Qué puede hacer la osteopatía en estos casos? Qu'est-ce que l'ostéopathie ou l'ostéopathe peut faire en cas de dépression? Qu'est-ce qu'il peut faire pour un cancer? Qu'est-ce qu'il peut faire pour une maladie de Crohn? Qu'est-ce qu'il peut faire pour un psoriasis? Qu'est-ce qu'il peut faire pour une arthrite rhumatoïde? Ça, c'est la question à se poser. La pregunta es, ¿qué podemos hacer en estas patologías como osteópatas? Maintenant, si vous connaissez votre anatomie, blablabla, et si vous connaissez... Cuidado, efectivamente, a ver, digo, cuando digo tratar, en realidad quiso decir tratar con, obviamente, posibilidades de mejoría, de curar, ¿no? Et si vous connaissez les principes fondamentaux de neuroendocrino-immunologie, recordando los principios fundamentales de la neuroendocrino-inmunología, vous avez la réponse. Ya tendríamos respuesta a esto. C'est aussi facile que ça. ¿Vale? Es tan fácil como esto. Había una pregunta por parte de Kim. Kim, porfa, ¿la puedes escribir? ¿La puedes hablar, eh? Kim. Kim. Ha desaparecido. No. Preguntas, chicos, podéis hablar, ¿eh? Il n'y a pas de questions? Il y avait une question, mais l'auteur n'est pas présent.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? ¿Hay más preguntas? Ah. ¿Vale? Es verdad que la palabra soigner, ¿vale? La palabra soigner en francés es tratar y curar. Es decir, cuando, digamos, por eso es un término un poquito ambiguo, el de soigner. Es, puedo tratar teniendo en cuenta que puedo tener mejoría. Por eso la palabra es un poquito ambigua en francés para su traducción al castellano, ¿vale? Preguntas concretas. Ah, no se oye a Kim. ¿Por qué no se oye? Jesús, dale voz a Kim, porfa. Que es Arbí la formación. Ahora, Kim, ya puedes hablar. Por algún motivo no tiene el micro abierto. ¿Puedes escribir, Kim? Ah, Julio, una pregunta. Dinos. Sí, ¿se me oye? Sí, perfectamente. Vale, él ha estado diciendo que para regular tanto el cuerpo hay que bajar el sistema simpático, que eso normalmente es lo que más hacemos, y regular el parasimpático. Al ser parasimpático 80% de rama aferente, ¿Sí? ¿cómo lo hace él? ¿A través de esas ramas? O sea, a través del núcleo del tracto solitario y a través del núcleo espinal del trigémino? ¿O? Voy a ver, porque hombre, supongo que la respuesta es compleja, ¿no? Porque supongo que todo esto es toda una estrategia de tratamiento, ¿no? La question est la suivante, Pascal. Étant donné qu'effectivement le système orthosympathique est généralement la cause du processus pathologique et que notre volonté est d'augmenter l'équilibre entre le parasympathique et l'orthosympathique, et que les afférences sont de 80% pour le parasympathique, comment est-ce que tu gères, comment est-ce que tu gères cette régulation? Alors, les processus régulateurs, que ce soit à la base, hein, Los procesos regulatorios de regulación. Il y a deux parties importantes dans le cerveau. Hay dos partes importantes a nivel cerebral. Il y a le cortex frontal et préfrontal. Hablamos del córtex frontal y prefrontal. Et il y a aussi le cortex singulaire. Y el córtex singular. Qui fait partie du système limbique. Todo esto parte del sistema límbico. Il faut savoir que quand il y a une overactivité, cuando hay una hiperactividad du système orthosympathique, del sistema ortosimpático, c'est parce qu'il y a une hypoactivité du cortex préfrontal. Es que hay una hipoactividad del córtex prefrontal. Ça, la conséquence de ça, ça va stimuler l'axe hypothalamo-hypophyse adrénalien et la release de cortisol. Esto va, digamos, a actuar sobre la secreción de cortisol a través del eje hipotalámico hipofisario y endocrino. Donc, on est dans un état de sympathicotonie. Con lo cual estaremos en un estado de parasimpaticotonía. De simpaticotonía, de simpaticotonía. En général, on a appris la sympathicotonie. Hemos aprendido de la simpaticotonía. Et on a aussi la parasympaticotonie. Pero existe la parasimpaticotonía. Si vous avez une activité anormale ou une modulation anormale du cortex singulaire, je ne rentre pas dans la partie antérieure, moyenne ou postérieure. Si tenemos una actividad, un estímulo excesivo de esta parte singular, de este córtex singular, nous allons avoir une hyperactivité parasympathique. Tendremos una hiperactividad parasimpática. Alors, je vais dire simple, on va avoir une hyperactivité vagale. Con lo cual una hiperactividad vagal, dicho de una forma simple. Puisque le nerf vague, c'est 80%
80% du système parasympathique. ya que es el 80% del sistema parasimpático. Et donc, ça va avoir les effets avec une hyperactivité vagale au niveau digestif, par exemple, hypersécrétion gastrique. Con una hiperactividad parasimpática a nivel digestivo, con Brûlure d'estomac, RGO, reflux gastro-œsophagien. con toda una serie de consecuencias como reflujos gastroesofágicos y demás, acidez y... Ça, c'est parce que l'activité vagale est trop forte. Ya que la actividad vagal es en el caso de una actividad vagal exagerada. Cette activité vagale peut être forte, mais mal équilibrée. Esta actividad vagal es fuerte pero mal equilibrada. Donc, quand on agit sur l'homéostasie, enfin bon, sur les deux systèmes, on essaye d'avoir un équilibre dans le traitement pour ne pas overstimuler l'un ou l'autre. Se hará todo lo necesario para equilibrar los dos sistemas y no estimular ni uno ni el otro. En général, l'activité orthosympathique est en général prépondérante. Hein? Como sabemos, la actividad ortosimpática es generalmente exagerada, preponderante. Preponderante, no sé si en español. Parce que là, on est dans un mode flight or fight, on est dans un mode ortho, hein, là maintenant. En esta situación estamos supuestamente en un estado ortosimpático tónico. On n'est pas vraiment dans un mode vagal. No estamos en un modo vagal. Sinon, on s'endort. Si no, nos dormimos. Quand votre taux d'adrénaline au niveau cérébral descend fort, cuando nuestros niveles de adrenalina a nivel sanguíneo bajan muy fuerte, ben vous vous endormez. Hein? Pues entonces nos dormimos. Y hay une autre question. No. Donc, en fait, notre action, je ne suis pas entré dans les détails, c'est très complexe, de la modulation du réseau central autonome à tous les étages. La regulación debe hacerse en todos los niveles del sistema nervioso central y autónomo. Donc, on passe du système du biopsychosocial au modèle du réseau central autonome. Salíamos del modelo biopsicosocial al modelo, digamos, de regulación de todo el sistema nervioso. Si on fait un ECG avant, on fait un traitement, on fait un ECG après. Si se hiciese un electrocardiograma antes y después, chez un patient souffrant de dépression ou d'anxiété, como en un paciente con ansiedad o depresión, vous verrez qu'après, ce n'est pas en faisant du crânien que vous soignez une dépression. Hein. Veríais que no es haciendo tratamientos craneales que vais a curar una depresión. Ce n'est pas parce que vous faites du viscéral que vous allez soigner une dépression. No es porque se hace un tratamiento visceral que se va a tratar la depresión. C'est parce que vous allez faire un traitement ostéopathique intégré. Es porque hayáis hecho un tratamiento osteopático integrado e integrador. Et vous savez si votre traitement est intégré ou pas quand vous avez une réponse du système nerveux autonome via l'analyse de la variabilité de la fréquence cardiaque. Y la ventaja de esta prueba que nos enseñó previamente es que podemos objetivar la efectividad del tratamiento que se haga de una forma o de otra. ¿Y la otra cuestión? Ok. Kim ya tiene el micrófono abierto, sí. ¿Sí? ¿Ya tengo? Sí, se oye. Hola, Kim, a ti. ¿Qué tal? No, he escuchado en la conferencia que al tener los múltiples receptores, entre ellos la insulina, cortisol, hablaba de la leptina, entonces podríamos pensar que el nervio vago podría ser uno de los responsables también a esto de lo que conocemos con la inflamación crónica de bajo grado. Es que le fait que justement tu as parlé que le nerf vague avait, disons, des récepteurs multiples, est-ce que le nerf vague serait à la base de ce qu'on appelle actuellement repítemelo, Kim, lo último. Sería responsable de lo que hoy conocemos como la inflamación crónica de bajo grado. Ah oui, est-ce que le nerf vague pourrait être à la limite
responsable de ce qu'on appelle maintenant l'inflammation chronique de bas niveau. Non, ce n'est pas le nerf vague. No, en este caso dice que no es el nervio vago. Bon, je vais vous donner un secret. Nos va a dar un secreto. Ujú. Enfin, ce n'est pas un secret parce que ce n'est pas moi qui l'ai découvert, mais c'était mis en évidence récemment dans les années 2012, 2015, En 2016. 2012, en los años, bueno, hace unos añitos, pocos, se demostró. Maintenant, si vous avez suivi des formations postgraduées où on parle de neuroimmunologie ou d'endocrinologie, peut-être que ces gens en ont parlé, je ne sais pas. Puede que los que hayamos seguido formaciones en neuroinmunología, neuroendocrinoinmunología, hayamos oído hablar de ello, pero Et quand vous avez compris ça, vous avez tout compris. y cuando se entendió esto, se entiende todo. Parce que c'est universel Y ya que esto es universal en physiologie, hein, a nivel fisiológico. enfin, en physiopathologie. En fait, les maladies, toutes les maladies, Diríamos que las enfermedades o todas las enfermedades ont trois choses en commun. tienen 3 puntos en común. Pas deux, pas quatre, trois. 3 puntos en común. La première, c'est un niveau excessif d'inflammation. Un nivel excesivo de inflamación. Et quand l'inflammation est là, elle est partout. Hein. Cuando la inflamación está ahí, está por todos los lados. Quand vous avez une inflammation au niveau du genou, ça va dans votre cerveau. Hein. Obviamente, cualquier inflamación de la rodilla va al cerebro. Ben oui, parce que vous vous sentez déprimé, parce que vous avez mal, parce que vous ne pouvez pas bien marcher. Ça va bien ici, OK? OK? Un niveau excessif d'inflammation. Deuxième point, un niveau excessif d'activité orthosympathique. Un nivel excesivo, como segundo punto, nivel excesivo de información ortosimpática. Et en fait, le troisième point, c'est une augmentation du stress oxydatif cellulaire. Un aumento del estrés oxidativo celular. Vous avez ça dans les cancers, vous avez ça dans l'artérosclérose, vous avez ça dans l'arthrite rhumatoïde, vous avez ça dans le diabète, vous avez ça dans le psoriasis, vous avez ça dans la maladie de Crohn, vous avez ça chez le parkinsonien, vous avez ça dans la CEP, hein, tu sais, sclérose en plaques. O sea, presente múltiples enfermedades, de alguna forma, pues descritas comúnmente con las enfermedades de estrés oxidativo, ¿no? de cronificación. Et on se rend compte que le tonus vagal dans toutes ces pathologies-là est trop bas. En todas estas patologías nos damos cuenta que el tono vagal es bajo. Pourquoi? Parce que et la conséquence de ça, c'est parce que si vous avez un tonus vagal haut, si tenemos un tono vagal alto, vous avez une réponse naturelle anti-inflammatoire haute. Tendremos una respuesta antiinflamatoria alta. Dans les facteurs régulateurs de ces macrophages, en los factores reguladores de estos macrófagos, qui vont libérer des cytokines pro-inflammatoires, hein, que van a liberar las citoquinas proinflamatorias, quand vous stimulez le nerf vague, cuando se estimula el nervio vago, par des processus par des processus microcellulaires, on va dire, microbiologiques. Microcellulares. Un jour, si vous venez à mon cours, vous comprendrez comment ça marche. Esto lo explica ampliamente en su curso. Le nerf vague va bloquer la production de cytokines par les macrophages. El nervio vago va a bloquear la producción de citoquinas por los macrófagos. Et ça, principalement dans les organes du système réticulo-endothélial. Principalmente en las estructuras del sistema reticuloendotelial. Maintenant, c'est à vous rappeler en anatomie, c'est quoi le système réticulo-endothélial. Mais en fait, c'est quoi? C'est le cœur, c'est les poumons, c'est la rate, c'est le foie et c'est le système digestif des intestins. Ça, pourquoi? Parce qu'en fait, un système... Es decir, a través de lo que es corazón, pulmones, bazo, hígado, o sea, todos
todos los órganos y estructuras de, digamos, de los emontorios al final, de todas las vías de evacuación, ¿no? Y de regulación. Le nerf vague innerve tous ces organes. Ya que el nervio vago inerva todos estos órganos. La rate Para peut être el bazo a medias. Anyway, le système réticulo-endothélial est un système riche en macrophages. Todo este sistema reticuloendotelial es rico en macrófagos. Et autres cellules de l'immunité innée. Y todas estas y otras células de la inmunidad innata. Comme les monocytes, comme les cellules dendritiques. Hein. Como monocitos y células dendríticas. Donc, en stimulant ces organes du système endothélial, vous allez avoir un effet immunitaire. Estimulando todas estas estructuras del sistema reticular, tendremos un efecto inmunitario. Et si vous stimulez le nerf vague, vous avez un effet sur ce système réduit endothélial et donc vous diminuez l'inflammation. Con lo cual tendremos un efecto obviamente antiinflamatorio. Chicos, yo creo que llevamos 2 horitas aquí. Obviamente hay múltiples preguntas a Pascal. Tendremos seguramente la opción o la oportunidad de volver a charlar con él en otras ocasiones. Yo creo que es hora de que le demos las gracias y que tengamos la oportunidad de compartir con él mucho más tiempo. Pascal. Est-ce que, Mario, tu as parlé des formations? Oui, t'inquiète, j'en ai déjà parlé. J'en ai déjà parlé. Mais je pense que ça a été un sujet difficile, disons, d'introduire. Je pense que tu as géré parfaitement une introduction complexe au départ, en simplifiant vers le discours plus ostéopathique. Donc, je pense qu'il y a lieu de faire un tas de proposer un tas de questions. Ça ouvre une quantité de portes incroyables d'un point de vue diagnostique, d'un point de vue thérapeutique, d'un point de vue clinique et d'un point de vue de recherche aussi. Et je pense que nous ne pouvons que te remercier de l'information que tu nous as apportée. Eh bien, je vous remercie tous d'avoir pris le temps et votre énergie, votre concentration pour cet exposé qui est très loin d'être simple, mais c'est la clé de la réussite. Merci Pascal, merci aos auditeurs, muchas gracias a la gente que nos escucha, obrigado a gente do Brasil, grazie mille a tutti quelli che sono qui presenti, che sono in Italia. Non è stato facile sempre di fare una traduzione assoluta e pertinente, speriamo che tutto si è capito. Comunque sarete informati di altre webinar e altre riunioni di questo genere, ok? Merci a todos, gracias a tutti, gracias a todos chicos. Creo que es la hora de ir a por un buen aperitivo y un buen vinito, ¿eh, Jesús? Sí, yo estoy deseando ya. Merci Pascal, gracias a todos chicos. Podéis hablar, podéis comunicar con Pascal si queréis, ¿eh? Gracias a todos. Gracias. Gracias, chicas. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, Pascal. Chao, María, gracias. Muchísimas gracias. Saludos, Pascal. Vos dis. Gracias, Pascal. Gracias, Mario. Uta, chao, grazie, Romina. Encantado volver a verte. Gracias, hablamos. Gracias, Pascal. Gracias. Mira el bigote que tiene el otro. J'espère que c'était. Vous avez un peu. Un abrazo. Mira que solo viene Dios a por ti. T'as vu, Pascal? Tu viens me chercher. Mario, est-ce que tu as un moment après quand ça c'est fini pour un débriefing? Je te laisse 5 minutes de dialogue avec moi, pas plus. Oui, mais quand tout ça est fini, oui, un débriefing. Oui, il n'y a pas de problème. OK? Est-ce qu'on fait ça par Zoom ou par autre chose? WhatsApp, je vais sortir le chien et je te cause, OK? Oh, parce que tu as 2 WhatsApp, toi, j'ai rien compris. Hein. José, un abrazo muy fuerte, campeón. Bueno, chicos. Igualmente, chao. Buenas tardes. Adiós. Un abrazo. Jesús,
pon pausa a la reunión y ya hablamos, ¿vale? Ok, fenomenal. Vale. Chao, chao. Chao. Ciao a tutti.